Il y a 8 jours, Paul Vary, cycliste de 27 ans, était tué par un automobiliste à Paris. Sa mort a-t-elle créé un électrochoc parmi les usagers de la route? Que faut-il rapidement changer, améliorer pour éviter d'autres drames? Bonjour, Luc Religieux. Bonsoir Michel, merci de m'accueillir. Membre de l'ADAV, l'association Droit au vélo, créée en 1982. D'abord, est-ce que l'ADAV a senti les suites de cet accident? Est-ce qu'il y a eu des conséquences? Alors, effectivement, je ne sais pas si c'est parce que ça s'est passé à Paris, mais l'affaire a été très médiatisée et on est dans le cas d'une violence quand même extrême. Et je pense qu'il y a eu une réelle conscience, une réelle prise de conscience, publique, de la part de non seulement de la communauté cycliste, mais pas seulement de la part de piétons, d'automobilistes, parce que quand on en arrive à ce degré de violence sur la route, ça fait se poser des questions. Par ailleurs, j'ai appris que le ministre des Transports, François Durovray, avait pris l'engagement au nom du gouvernement de lancer une mission sur les violences sur les routes. On va y revenir, c'était une de mes questions. J'allais même vous demander le nom du ministre. Apparemment, vous le connaissez, peu de monde le connaît parce qu'il est encore récent. Mais pour revenir sur ce drame, donc vous avez raison que ça a été très médiatisé, la mort de ce cycliste à Paris, après un différend tout de même avec un automobiliste qui, et c'est là aussi surtout que le bas blesse, qui lui a roulé dessus. Alors, l'enquête dira si volontairement ou non, mais l'homme a été mis en examen, il est écroué, il est présenté comme ce qu'on appelle un bon père de famille, la cinquantaine, sa fille de 17 ans était dans la voiture, c'est pour ça, vous le dites, c'était le choc pour les cyclistes, mais aussi pour les automobilistes. Est-ce que vous avez roulé, je sais pas, juste par exemple le lendemain ou les heures suivantes, quand les gens ont pris conscience et ont entendu ça dans les infos, est-ce que vous avez senti un changement sur la route? Pas réellement. Je pense qu'il faudra attendre un petit moment pour qu'il y ait des répercussions. Et puis, faut pas souvent quand il se passe quelque chose de grave, hein, même dans nos vies personnelles, on a tendance à dire plus jamais. Plus jamais. C'est pendant la crise sanitaire, par exemple, on a entendu des plus jamais. Et puis, quand la crise disparaît, on reprend les mauvaises habitudes. Vous avez raison. Mais sans bonne résolution, la vie serait triste et on avancerait peu. Alors, juste après ce drame, moi, j'étais allé demander dans les rues de Lille leur avis à des passants, des vélos, des voitures. Et parmi les témoignages, je vous propose d'écouter celui de Valérie à Lille. C'est un cycliste expérimenté, casque sur la tête, instrument de musique sur le porte-bagages. Je lui ai demandé l'impact de ce drame parisien sur sa vie de cycliste. L'impact, c'est que de toute façon, il faut être prudent avec les voitures parce que, effectivement, il y a une montée de la violence, je trouve, envers les cyclistes. Et quand on est à deux roues, on fait attention, c'est tout. Vous êtes un usager régulier ? Très régulier, je fais 4000 km avec les enfants. Et le rapport à la voiture, le rapport du cycliste que vous êtes aux voitures sur les routes, sur le partage de la route, sur les respects des règles, sur la civilité? Quand on est cycliste, on doit faire juste attention. C'est la seule règle qu'on a aujourd'hui. Ce qui est dommage, c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Moi, je constate quand même qu'il y a quand même un état d'esprit qui a changé, je trouve, chez les automobilistes, c'est qu'il y a un respect en général et qui est plus large et il ne faut pas stigmatiser aussi la conduite de certains conducteurs à l'ensemble des conducteurs parce qu'aujourd'hui on n'est plus du tout dans le même rapport aux cyclistes qu'on a pu avoir à un certain moment donné et c'est pas parce qu'il y a des cas très particuliers qui ressortent comme ça qu'il faut en faire une généralité. Voilà, alors moi ce que j'entends c'est ça va mieux. Attention de ne pas généraliser pour un chauffard et il faut garder une règle simple quand on est en vélo, le cycliste est plus vulnérable parce que un vélo contre 1 tonne ou 2 tonnes de ferraille, ça fait pas le poids. C'est aussi ce que j'entends. Tout à fait. Un vélo contre, en l'occurrence, un SUV Mercedes, ça doit faire 2,5 tonnes. Le rapport de masse, c'est 30 fois. C'est comme si un Airbus A320 venait percuter le SUV. Donc on est dans cet ordre de grandeur-là. Comment on fait pour continuer à faire du vélo en ayant conscience de ce danger quasi permanent? Moi, personnellement, je ne le ressens pas, ce danger quasi permanent. J'en suis conscient qu'il existe, je fais tout pour l'éviter. Après, je pense que Paul Vary était un cycliste expérimenté et il ne s'attendait pas à ce qu'on lui roule dessus. Ça, malheureusement, il y a des choses qu'on a du mal à prévenir. Mais
Globalement, ce que j'entendais du témoignage, faut pas stigmatiser. Tous les automobilistes ne sont pas des chauffards. Moi, j'ai vu quand même que, même s'il y a encore des comportements très violents sur la route, et que cette violence a tendance à se banaliser, il y a quand même une grande partie, la majorité des conducteurs qui font davantage attention. C'est régulièrement qu'on me laisse la priorité à une intersection au niveau d'un passage piéton, alors que le cycliste n'est pas forcément prioritaire. C'est régulier que des voitures s'arrêtent pour me laisser passer. Luc Religieux, membre de la DAV, l'association Droit au vélo. C'est important ce que vous venez de dire parce que vous savez que une très large partie de nos auditeurs en ce moment et auditrices ne sont pas forcément à vélo, mais sont a priori dans leur voiture. Et chacune, quand il conduit une voiture, a eu une expérience ou non avec un cycliste, mais je veux dire, tout le monde peut savoir comment se comporter avec les cyclistes, et c'est important de comprendre que les cyclistes aussi font attention aux voitures. Vous faites beaucoup de vélo ? Oui, tout à fait, c'est mon premier moyen de transport. Je fais quasiment tout à vélo sur la métropole lilloise. Après, je suis piéton également. À l'association Droit au vélo, on défend les piétons, et ils sont encore plus vulnérables que nous. C'est en gros le même degré de vulnérabilité qu'un cycliste, sauf que les piétons, on s'aperçoit que c'est un petit peu, on leur laisse les miettes de l'espace public. Les trottoirs sont pas vraiment très grands dans de nombreuses communes de la métropole. Et ils sont souvent invisibilisés, ces piétons, vous avez raison de le souligner. Mais tout de même, vous parlez de la métropole lilloise, les pistes cyclables se sont multipliées ces dernières années, ça va dans le bon sens tout de même. Oui, tout à fait, ça va dans le bon sens. On a vu un énorme changement avec la crise sanitaire. Ça a vraiment fait exploser la pratique du vélo et des aménagements, puisqu'on a vu apparaître des coronapistes qui sont devenus des aménagements cyclables qu'on perdurait par la suite. Quels sont les principaux dangers du cycliste aujourd'hui, notamment en ville? Parce que il faut différencier, évidemment, faire du vélo à la campagne ou en ville. Mais en ville, quels sont les principaux dangers du cycliste? Alors, en fait, les principaux dangers, c'est la présence de voitures et le fait de pas forcément être vu par les automobilistes. Là, on rentre dans une période où il commence à faire nuit de plus en plus tôt et de plus en plus tard. Donc, la première des choses, là, c'est de s'équiper en matière d'éclairage pour être vu. Ensuite, il y a on le connaît quand on roule quotidiennement. C'est les doubles sens, non pas que ce soit dangereux en lui-même, un double sens, mais quand on arrive à une intersection, les voitures ne s'attendent pas forcément à avoir un vélo, même si le vélo peut avoir la priorité dans certains cas. Les voitures pensent que c'est un sens unique. Parce que c'est un sens unique pour les voitures. Parce que c'est un sens unique pour les voitures. Donc, ils ne prêtent pas forcément attention aux cyclistes. Et même quand on est le long d'un double sens sur une ligne droite, faudra faire attention à toutes les intersections, même si on est prioritaire. Parce que la priorité c'est bien, mais on ne va pas risquer sa vie pour une question de priorité. Est-ce que toutes les routes sont à double sens par exemple, là on parle des sens uniques pour les voitures. Est-ce que les sens uniques sont tous à double sens pour les vélos? Alors, il y a une loi qui est passée, d'après le code de la route, en fait, dès qu'on est limité à 30 km/h, de fait, c'est un double sens cycliste, sauf en cas d'arrêté du maire qui précise le contraire. Donc, c'est pas facile, c'est pas forcément évident à savoir, puisque, du coup, tous les doubles sens cyclables ne sont pas marqués. Mais normalement, dès que c'est limité à 30 km/h, le cycliste est autorisé à le prendre en double sens. Luc Religieux, membre de la DAV, l'association Droit au vélo, invité de RCF Hauts-de-France Interview, à retrouver en intégralité sur le site rcf.fr et sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir un accident ou d'avoir peur, très peur? J'ai déjà eu un accident, non, pas... Tant mieux. Non, à part quand j'ai appris à faire du vélo. Comme tous, on s'est égratigné les genoux. Voilà. Mais d'avoir eu peur, oui, c'est arrivé assez récemment, mais voilà, on est dans le cadre de la violence
qui a tendance à se banaliser. Et en l'occurrence, j'étais dans un sas vélo, je m'apprêtais à démarrer pour aller tout droit. Il y avait une voiture qui était derrière, qui voulait tourner à droite et qui m'a klaxonné et qui m'a insulté parce que je l'empêchais. Enfin, voilà, je lui faisais peut-être perdre quelques centièmes de seconde ou quelques dixièmes de seconde sur son trajet. Est-ce que vous diriez que ce que vous voyez dans la rue, c'est finalement une prolongation de ce qui se passe dans la vie privée, sur les réseaux sociaux et ailleurs ? C'est une bonne comparaison. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de violence aussi. En fait, oui, je pense que c'est le reflet de notre société actuelle qui a tendance à favoriser l'individualisme. Et en l'occurrence, voilà, la voiture, c'est un espace privé. Et on n'a pas forcément conscience, du coup, quand on est au volant de sa voiture, on a l'impression d'être chez soi. Et on est sur un espace public. Et voilà, je pense qu'il faudrait apprendre à vivre ensemble sur cet espace public et à tolérer la présence des autres sur cet espace public. C'est vraiment une question de tolérance. Le gouvernement, vous l'avez dit tout à l'heure, va lancer une mission contre la violence sur les routes. Elle est intitulée « Contre les violences, protéger tous les usagers de la route ». Elle sera confiée pendant 4 mois à une personnalité qualifiée au plus près des enjeux de développement et des mobilités. C'est ainsi que l'a dit le ministre des Transports, François Durovray. Bonne nouvelle ? Oui, c'est une bonne nouvelle. Tout à fait. C'est une bonne nouvelle qu'il y ait une mission qui se charge de ça. Après, voilà, on attend de voir. Et nous, en tant qu'association, on va veiller à ce qu'elle soit bien réalisée et qu'elle aboutisse sur quelque chose de concret. Le ministre dit « Mon objectif est clair, ne pas opposer les modes de transport, mais réfléchir à un partage harmonieux de l'espace urbain, ainsi garantir un meilleur usage de nos routes pour tous les usagers, qu'ils soient en voiture, à vélo ou à pied. » À l'écouter, la DAF peut signer. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ce qu'on défend depuis plusieurs décennies maintenant. Donc, vous demandez juste à voir les résultats de ces consultations, de cette mission et à voir les conséquences. Parmi les gestes à faire pour sécuriser, pour renforcer la sécurité, quelles sont les bases ? Par exemple, on pense souvent au casque, alors certains disent non, dans les pays nordiques, ils font beaucoup de vélo, ils mettent pas de casque parce que si on se fait écraser, ça changera pas grand-chose. Ici, on dit si, c'est utile parce que si tu tombes sur un trottoir, c'est très utile. Qu'est-ce qu'on fait ? On met le casque, on met pas le casque ? Je parle des adultes, parce que les enfants, c'est obligatoire. Le casque, c'est une très bonne protection individuelle. Effectivement, quand on chute seul ou qu'on est bousculé, si ça peut empêcher les traumatismes crâniens si la tête vient heurter le sol. Après, statistiquement parlant, voilà, si on a un accident avec un véhicule motorisé, qu'on ait un casque ou pas, ça changera pas grand-chose. Moi, personnellement, je n'utilise pas le casque. À la DAF, notre position est qu'on est contre le port du casque obligatoire, parce qu'on s'est aperçu que, d'une part, ça freinait un petit peu la pratique du vélo, ça donne une image du vélo qui est dangereux, alors que en fait c'est pas le vélo qui est dangereux, c'est la circulation avec les véhicules motorisés à côté qui peut s'avérer dangereuse. Et également on s'est aperçu, il y a une étude qui a été faite, je crois que c'était en Australie, où ils avaient rendu le casque obligatoire, et que les véhicules motorisés, le fait de voir les cyclistes avec le casque s'écarter moins quand il est dépassé. Donc ça peut avoir un effet pervers aussi. Est-ce que vous conseillez ou non ces petits morceaux de plastique orange, les écarteurs, comme on les appelle, qu'on met le long du porte-bagages, qu'on peut mettre et enlever ? Alors oui, tout à fait. Les écarteurs de danger, moi j'en ai un qui est même commandé par une manette au guidon pour se rabattre et se déplier. Pour pouvoir vous mettre dans la circulation au cas où. Ça fonctionne bien, en fait, mais on s'aperçoit que ces écarteurs, ils font, j'ai pas le chiffre en tête, ça doit faire une trentaine de centimètres, et que normalement, un véhicule qui vous dépasse en agglomération, il doit laisser un espace d'1 mètre. Donc on est loin du mètre au final avec cet écarteur, et hors agglomération c'est 1,50 m. Mais on remarque quand même que ça a un petit effet, ça permet d'être visible, il y a un catadioptre, donc c'est un petit plus. Luc Religieux, une question aussi très sensible, notamment en ville.
on ne sait plus ce qu'on appelle vélo aujourd'hui. On voit certains engins qui ressemblent à des mobylettes avec des grosses roues qui avancent sans pédaler, d'autres qui sont gigantesques, qui font 3 vélos de long. Est-ce que tous les vélos sont à mettre à la même enseigne et doivent aller sur les pistes cyclables, ou est-ce que à partir du moment où on a un vélo électrique qui roule vite, très vite, on le met sur la route, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, j'ai pas les réponses à tout. C'est vrai que on a vu ces dernières années se développer de nombreux engins de déplacement personnel motorisés. On ne sait pas trop dans quelle catégorie les ranger, comme vous dites. Nous, autant on est calé sur le domaine du vélo parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus. Et y compris le vélo à assistance électrique, c'est-à-dire quand le moteur se coupe, quand on arrive à 25 km/h. Mais on a des vélos électriques qui montent à 40, 50. Hein. Or, effectivement, ce ne sont plus vraiment des vélos, puisque sur ces engins-là, on n'est même plus obligé de pédaler, et ils ne sont pas bridés. Donc là, c'est clair qu'on ne peut pas partager une piste cyclable avec des engins qui roulent à 50 km/h. Ça. Alors les cyclistes, vous le disiez, je ne sais plus si c'était hors antenne ou en début d'interview, le profil ils sont aussi nombreux que finalement les uns et les autres, que les automobilistes, que les habitants. Il n'y a pas une norme de cyclistes, mais tout de même, il y a pas mal de cyclistes, notamment en ville, qui s'estiment un peu supérieurs aux automobilistes dans la mesure où eux ont choisi la mobilité douce, qui pollue moins, qui fait plus d'espace aux autres, etc. Comment est-ce qu'on fait pour cohabiter dans ces cas-là? C'est effectivement, vous faites bien de le relever, c'est pas évident. En France, on a tendance à catégoriser les gens, à faire de la stigmatisation, et on l'a un peu abordé tout à l'heure. Tout ça, c'est une histoire de tolérance. Il n'y a pas à se sentir supérieur parce qu'on utilise un moyen de transport plutôt qu'un autre. En fait, on est vraiment dans tolérer l'autre sur l'espace public. Qu'est-ce que vous faites dans la vraie vie? Vous êtes musicien, vous? Oui, tout à fait, je suis musicien. Est-ce que ça se ressent sur la route, votre manière d'être dans la vie? Est-ce que vous êtes différent dans la route? Est-ce que vous souriez quand on vous coupe la route? Est-ce que vous êtes capable de ne pas insulter et hurler? Mais alors, moi j'ai de la chance d'avoir des horaires un peu flexibles, donc j'évite les heures de pointe. Ça évite d'avoir toutes les personnes stressées, que ce soit en automobile, mais souvent on remarque quand même que les automobilistes sont plus sur les nerfs que les cyclistes ou les piétons, mais ça évite ces grosses heures sur lesquelles il y a le plus de violence constatée. Après, moi j'ai tendance à chanter quand je suis à vélo. Voilà, c'est ça la différence, à chanter plutôt qu'à hurler sur les autres usagers de la route. Eh bien, ce sera le conseil et le mot de la fin. Merci, n'hésitez pas à chanter sur votre vélo. Luc Religieux, membre de l'ADAV, l'association Droit au vélo, merci d'être passé chez nous.